Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Loïc Linares, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Frontignan, une commune de 23 000 habitants qui fait partie des 14 villes de 7 agglopôles Méditerranée, au sein duquel vous êtes vice-président, délégué à la transition écologique, aménagement durable du territoire, planification urbaine, schéma de cohérence territoriale, plan climat-énergie territoriale, qualité de l'air, lutte contre les nuisances. Je pense que j'en oublie, prévention des risques majeurs. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans le podcast. Nous avions réalisé un épisode pour évoquer l'expérimentation de 7 agglopôles Méditerranée au dispositif Territoire pilote de sobriété foncière, piloté par le PUCA. Et aujourd'hui, on sort un peu des sujets habituels pour parler des effets de la crise écologique sur la pratique politique. Alors, je vous remercie d'avoir accepté le principe d'une interview qui interroge ce que pourrait changer la crise écologique dans l'exercice du pouvoir. En effet, la crise écologique et climatique devient une évidence, les conditions de vie sont affectées et nous prenons conscience que nous vivons dans un monde fini où les ressources naturelles sont limitées. Ça remet profondément en cause notre manière de vivre et notre manière d'organiser la société. Ça va forcément impacter profondément l'aménagement des territoires, la nature des projets menés et aussi la manière de gouverner ces territoires. On va essayer de comprendre ces mécanismes à l'échelle de votre territoire et à l'éclairage de votre propre pratique d'élu. Alors d'abord, on peut commencer par poser le fait qu'il y a effectivement ces limites planétaires. Et donc, on peut essayer de s'intéresser à ce que changent ces limites planétaires à l'échelle de cet agglopole. Quelles conséquences le fait que les ressources naturelles doivent être préservées a sur les projets d'aménagement que cet agglopole aurait pu faire? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça limite? Quelle opportunité, au contraire, pourrait se développer grâce à ce nouvel éclairage des limites planétaires? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la situation sur l'agglopole? Oui, je vais essayer. Nous sommes sur un sujet qui est complexe, vaste, parfois vertigineux, mais qui est tellement actuel, en effet, puisque nous avons travaillé depuis quelques années, et ça se précise de manière très concrète aujourd'hui, sur l'évolution de notre littoral, par exemple, et le recul du trait de côte, mais aussi à travers le premier SCOT que nous avons validé en 2014 sur ce lien avec notre territoire, sa capacité à recevoir de l'habitat, du public, de l'activité, au regard du patrimoine naturel existant, que ce soit sur l'étang de Thau, qui est un espace naturel, mais aussi un espace de vie économique, avec la présence des conchyliculteurs et des pêcheurs, mais aussi à travers le lien qui tisse et qui maille notre territoire à travers des trames vertes et bleues, puisque nous sommes un territoire d'eau, mais aussi de garrigues, et avec un fort développement et une ancienne présence industrielle. Donc on cumule, j'allais dire, les enjeux à la fois de gestion des espaces naturels, mais aussi des cicatrices que nous a laissées l'économie du 19e, 20e siècle, une économie très carbonée avec la présence de raffineries de pétrole sur notre territoire. Et donc du coup, dans le SCOT en 2014, ce contexte-là nous avait amené à produire un SCOT qui était à l'époque très ambitieux sur le maintien des coupures d'urbanisation, des trames vertes et bleues, qui s'appuyait sur finalement un schéma de mise en valeur de la mer très fort au niveau de la protection des milieux, et je pense pouvoir le dire qu'il l'était par rapport aux activités conchylicoles et de pêche. Et cet étang de Thau, une petite mer fermée en miniature, les scientifiques ont l'habitude de dire que ce qui se passe dans l'étang de Thau annonce ce qui va se passer en Méditerranée à 10, 20, 30 ans. Mais on peut mesurer
une évolution de son fonctionnement, de sa biodiversité, à travers le réchauffement de ses eaux, le taux de salinité qui augmente. Du coup, les moules, par exemple, ne sont plus cultivés l'été sur l'étang de Thau parce que ils dépassent régulièrement maintenant 28 degrés et à cette température-là, on peut plus faire de la culture de moules sur l'étang. Quelle est la solution alors? Eh bien, il y a quelques solutions techniques qui sont envisagées, mais j'ai envie de dire que c'est pour mieux retarder l'échéance. Oui, mais c'est la culture en mer. D'accord. C'est la relance des filières en mer, par exemple. Donc là, il y a des professionnels avec l'Ifremer, avec le Cepralmar, que je connais bien puisque j'en suis le président, qui travaillent sur des scénarios technico-économiques pour relancer cette filière. Et les conchyliculteurs sont très au fait, en fait, de ces enjeux-là. Mais cette remontée saline, on la retrouve aussi dans les terres. Donc on a un recul aussi des cultures viticoles, par exemple, nous sur Frontignan. La zone dite des Lierles, qui est entre la Pérade et Frontignan, n'est plus ou peu cultivée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de remontées salines. Les pêcheurs nous décrivent en fait la disparition des palourdes, par exemple, une modification aussi de la fréquentation de certains poissons. Enfin bref, on voit, on sent qu'il se passe des choses. Donc, ce qui à l'époque, dans le SCOT en 2014, dans les décisions que nous avons pu prendre, l'idée c'était de limiter, de gérer au mieux l'aménagement, la construction, pour éviter des apports qui pouvaient du coup avoir des effets sur l'étang de Thau. Aujourd'hui, c'est carrément une modification du fonctionnement de l'étang qui est en question et qui dépasse finalement les questions qu'on se posait à l'époque, il y a 20 ans de ça, de notre impact en termes d'aménagement. Là, on mesure maintenant en fait l'évolution climatique sur nos milieux naturels. Et l'autre cas concret, c'est, je le disais au départ, l'évolution de notre trait de côte. Depuis 30 ans sur notre territoire, on a commencé à travailler sur ce sujet-là, puisque sur le Lido de Sète à Marseillan, nous avons déjà mené une opération de recul de la route, d'une partie d'un camping aussi, et le réensablement du Lido. Nous avons réensablé aussi le Lido de Frontignan. Nous savions qu'on avait un déficit sédimentaire et que notre recul trait de côte était lié à ça. Mais aujourd'hui, force est de constater, par les appuis aussi des scientifiques, dans les données qu'ils nous mettent à disposition, que ça se cumule maintenant aussi avec une élévation du niveau de la mer, mais qui va surtout s'amplifier dans l'avenir. Si on y rajoute aussi les phénomènes climatiques, par exemple sur Frontignan, sur ce mandat, en 4 ans, nous avons eu 2 tornades, enfin mini-tornades. Nous avons eu un feu de forêt de garrigue l'été dernier. Tout ça, ce sont des signaux que les scientifiques ou les climatologues nous disent comme des éléments justement d'évolution du climat. Et d'accélération. Et d'accélération. Des effets, ouais. Voilà. Donc tout ça, on commence à le mesurer. Et dans les ateliers du territoire que nous avons menés en début de mandat, qui visaient justement à travailler sur la question d'évolution du littoral et de la recomposition spatiale, ben forcément, en rentrant par l'évolution du littoral, rapidement, d'autres sujets sont venus, ce que je viens d'évoquer, mais également la ressource en eau. Et puis, l'évolution, en effet, de l'agriculture. Et finalement, la capacité à un territoire à accueillir de l'activité, des populations, au niveau de ses ressources naturelles, finalement. Et nous avons fait aussi le constat que, dans notre fonctionnement aujourd'hui, au niveau de l'État français, gérer une collectivité, une commune, se baser sur des éléments qui prêtaient pas finalement à tenir compte ou à être résilient avec ces éléments d'accueil, d'activité de public, puisqu'en fait, en gros, les principales recettes sont liées à la construction, sont liées aux taxes d'habitation, aux taxes foncières. Donc, quand on se questionne sur les conséquences du dérèglement climatique, il va falloir qu'on le fasse aussi au regard des règles du jeu qui nous permettent de vivre ensemble, au niveau fiscal, mais au niveau réglementaire aussi. Ouais. Et il va falloir revoir en fait ces règles-là justement si on veut s'adapter.
Oui, bien sûr. Donc, ce que vous dites, c'est il y a quelques années quand même déjà, on avait déjà pris conscience de ce réchauffement, enfin en tout cas des effets du réchauffement climatique. Vous aviez pris dans le SCOT des dispositions, mais qui finalement étaient liées qu'à un aménagement pour limiter les dégâts et limiter les dégâts uniquement sur l'étang de Thau. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une accélération, que c'est multi-facteurs et que les effets sont sur de multiples ressources et non plus que exclusivement sur l'étang de Thau. Donc, c'est assez récent, en fait, cette prise de conscience. Quelle est votre feuille de route? Quelles sont les actions prioritaires vraiment que vous avez ciblées pour essayer d'agir rapidement sur ces effets, ou en tout cas durablement sur ces effets? Je parlais aussi de l'économie telle qu'elle s'est construite sur notre territoire à travers les raffineries. On peut y ajouter aussi l'activité portuaire. Et puis, bon, toutes les activités liées aux espaces naturels et agricoles. Donc, c'est d'adapter sur la partie naturelle nos politiques publiques dans la transformation peut-être des pratiques agricoles. On est sur un territoire qui est très organisé autour de la viticulture, comme beaucoup de secteurs dans le sud de la France. Peut-être qu'il faut aussi inciter à la polyculture et que la question du coût des disponibilités foncières agricoles, c'est un vrai sujet. Et puis, comment tendre vers une diversification de la pratique agricole. Ça, on a un collègue élu qui travaille là-dessus avec les espaces naturels et agricoles de la collectivité, enfin de l'intercommunalité. Sur la partie plus économie productive, là, c'est carrément la volonté de passer dans un développement économique plus résilient, forcément plus en lien avec les besoins d'aujourd'hui et de demain, et de reconvertir finalement les cicatrices aussi laissées par l'activité lourde portuaire ou du coup pétrolière vers quelque chose de plus résilient. Alors ça part de projets qu'on a déjà mis en place de production photovoltaïque par exemple. Alors là, surtout sur la production d'énergie. Jusqu'à le développement de l'économie bleue avec la volonté de pouvoir accueillir et développer des secteurs d'activité de recherche, mais aussi de production autour de cette activité-là. Et nous, en tout cas, bon, on n'a pas tous les leviers à l'échelle intercommunale, si ce n'est de rendre possible l'accueil d'industries justement résilientes et moins impactantes, en rendant disponibles en fait les friches industrielles qu'on a ou en reconvertissant certaines zones d'activité économique. Et le secteur qu'on essaie aussi de développer, c'est le secteur de l'écologie industrielle, la question du réemploi. De toute façon, l'État pousse pour qu'on ouvre ce sujet-là. Mais justement, nous, par rapport à notre histoire locale, se dire que on a été très impactant dans l'économie qu'on avait sur le territoire et du coup, et notamment je pense au site Lafarge sur lequel nous sommes en train de travailler là actuellement, où on essaie on a un site qui fait à peu près 70 hectares. Sur ces 70 hectares, on essaie de travailler sur une question d'accueil du public, d'ouverture au public sur des endroits plutôt naturels, de production photovoltaïque sur d'autres, et de confortation de l'économie justement industrielle sur une autre partie. Donc on essaie d'être dans cette démarche résiliente et de transition d'un modèle à un autre. Mais c'est pas le tout, c'est aussi cette capacité qu'on va pouvoir avoir à faire différemment dans l'aménagement. Donc c'est la raison qui nous avait réunis déjà sur les premiers échanges à travers la sobriété foncière. Et là, autant sur l'habitat, c'est quelque chose qui est en mouvement, autant sur l'activité éco, par exemple, dans la relation aussi aux opérateurs. Bien sûr. C'est encore très neuf, tout cela. On va y revenir tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans la révision du SCOT, c'est un sujet qu'on pourra aborder, mais dans la discussion avec l'État, c'est un vrai sujet. Donc, la question de départ, c'était oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc, c'était les priorités, en tout cas. Les priorités, en tout cas, on s'est dit, il faut qu'on reconvertisse nos sites industriels et qu'on puisse accueillir des activités économiques plus résilientes, que nous, dans la création aussi de nouveaux espaces de production d'énergie, qu'on soit sur la production photovoltaïque, en transformant notamment une ancienne décharge, par exemple, sur le cas sur Frontignan,
mais sur Lafarge aussi. Donc, en utilisant finalement les friches industrielles que nous avions, on a 60 hectares aujourd'hui occupés par un dépôt d'hydrocarbures. Dans le plan d'accélération de production des énergies renouvelables, on l'a ciblé comme un lieu pouvant accueillir demain justement un lieu de production d'énergie renouvelable. Et enfin, il y a la question de la mobilité, où on est un territoire atypique en fait. On est autour d'un étang, finalement des communes assez distantes les unes des autres, donc on a investi sur un plan de développement urbain qui s'appuie sur, dans un premier temps, le développement du transport collectif, qui était peu existant sur notre territoire, et qu'on veut accompagner à travers un plan cyclable de la mobilité douce, notamment par vélo assistance électrique ou vélo mécanique, bien entendu, sur notre territoire, puisqu'on a la chance d'avoir un territoire finalement assez plat, donc qui se prête assez à ça. Mais là, de suite, on est sur des sujets qui prennent un peu de temps, parce que il faut de la disponibilité foncière, il faut avoir des stratégies foncières, il faut faire de l'acquisition. Donc, avec le département et la région, on a travaillé sur les réseaux principaux, on va dire, et là, on commence à s'attaquer aux petites communes, du Nord Bassin-Thau notamment, pour faire le lien avec le Sud. Donc on voit que vous agissez, effectivement, vous avez bien absolument pris les choses en main, vous avez fixé vos priorités et vous commencez à agir un peu sur tous les sujets pour recomposer le territoire. Ce que j'aimerais savoir, c'est si ces limites planétaires, les effets que vous êtes obligés de traiter en urgence, comme ça, qui finalement guident votre action, est-ce que ça correspond aux besoins finalement de la dynamique territoriale, par exemple en matière de logement, par exemple en matière d'emploi. Voilà, ce que j'essaie de savoir, c'est si les enjeux écologiques que vous subissez, en tout cas les effets écologiques que vous subissez, et l'action publique que vous êtes obligé d'orienter en priorité sur ces effets, est-ce que ça répond en même temps aux besoins des populations en matière de logement, en matière d'activité, ou est-ce qu'il faut encore que vous agissiez de manière supplémentaire sur ces sujets-là aussi? Voilà. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, on est un territoire aussi très attractif, on a une pression foncière importante, on a un prix du foncier qui est fort. Et en fait, les moyens qu'on a, ils sont pas adaptés par rapport aux enjeux, quoi, très clairement. Il faudrait qu'on puisse avoir une stratégie foncière beaucoup plus importante pour réguler le marché, lutter contre la spéculation, avoir un niveau de construction ou de réhabilitation. Alors, et construction, en plus, c'est un changement de culture aussi, c'est-à-dire que on a eu un développement très horizontal et aujourd'hui, on nous demande d'un peu plus verticaliser, à condition de bien le faire, que ce soit acceptable. Ça demande aussi un changement de culture par les occupants, les habitants. Donc, il faut un peu de temps. On voit rapidement que c'est systémique. Hein. Comment ? On voit que le changement est systémique. Là, oui. Déjà, dans ce que vous nous dites, on voit que les choses sont systémiques. Oui, tout à Alors, fait. par exemple, sur le logement, quel est le besoin en logement sur l'Aggloplay ? Est-ce que le marché est très tendu ? Est-ce qu'il y a un besoin de logement important ou comment Oui, il y a un besoin de logement. En fait, dans la révision du SCOT qui est en cours, il y a un élément qu'on avait mal appréhendé, c'est la question du vieillissement de la population et du maintien à domicile, et le desserrement des ménages avec des familles qui occupent deux logements une fois qu'elles sont séparées plutôt qu'un. Et ça, on a été assez surpris finalement par l'évolution des comportements sociologiques là, sur le territoire, mais on n'est pas les seuls. Hein, mais et on a aussi eu des mauvaises orientations de certaines constructions. Par exemple par exemple, sur mauvaise orientation sur la typologie des logements qui sont proposés, c'est-à-dire que si on a un PLU qui est pas assez qui cadre pas assez la construction, forcément, et si des aménageurs, ils savent passer entre les mailles, et on a eu peut-être beaucoup trop de produits en fait d'investissement plutôt que de véritables offres pour la population active de notre territoire. On a l'impact du tourisme aussi, qui est important. Donc, par exemple, Airbnb. Ça commence sur notre territoire. On était relativement épargnés, mais depuis maintenant 5-6 ans, c'est clairement quelque chose qui commence à se poser. Donc oui,
Par exemple, on a mené une enquête là dans la démarche qu'on a lancée sur l'évolution de notre trait de côte. Dans les questions qui étaient posées sur les besoins par rapport au territoire, la question de l'accès au logement est revenue régulièrement, quoi. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Et en même temps, on est sur un territoire contraint avec la loi littorale, avec le PPRI, avec le PPRT, qui fait que les marges de manœuvre pour soit réaménager l'existant, soit construire, est assez contraint, quoi, en fait. Voilà. Mais on a des opérations justement liées à la réutilisation de nos friches industrielles qui sont en train de sortir. On devrait peut-être avoir un peu d'appel d'air. En même temps, il faut qu'on accompagne ces futurs aménagements avec aussi les questions à se poser sur comment habiter au XXIe siècle, quoi, et comment vivre ensemble. Puisque moi, la question de l'habitat, je trouve que c'est quand même assez symbolique de ce qui s'est passé aussi au XXe siècle. Enfin, on a construit à l'horizontale. La volonté pour beaucoup, et ça je peux le comprendre, c'est d'accéder à la propriété, d'avoir sa propre maison, son pavillon, mais finalement avec des murs de 2 mètres de hauteur, les gens vivent les uns à côté des autres. On a oublié les bienfaits aussi de l'habitat collectif, où on entend du bruit, où on entend les voisins, où on se croise. Et ça, peut-être que c'est à réinterroger, à re-questionner à l'aube du XXIe siècle, et des enjeux justement qui sont devant nous, parce qu'on sait qu'il faut moins consommer d'espace. Il va falloir qu'on densifie, mais pas à n'importe quel prix non plus, et surtout à la condition que on ait du qualitatif dans ce qu'on va proposer, et qu'on n'ait pas juste des objets d'investissement avec des boîtes qu'on assemble les unes à côté des autres. Est-ce qu'avec les habitants, vous avancez sur ces sujets-là déjà, ou comment ça réagit? Pas assez, pas encore. Par exemple, assez. quand vous dites le bruit, il faut se habituer au bruit, comment ça réagit Mais pas assez aujourd'hui. portez. Clairement, on n'a pas posé ces débats-là. Il va falloir qu'on se les pose, parce que ça pose la question de comment on vit ensemble finalement, comment on se loge, comment on accède au logement, comment on répond aux besoins fondamentaux de nos populations. Mais qu'est-ce que le besoin? Alors, pour moi, les besoins fondamentaux, enfin, c'est de permettre aux gens d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir se réaliser. Donc, l'accès au logement, ça en est un déjà. Pouvoir travailler ou subvenir à ses besoins, pour pouvoir vivre correctement, ça en est un aussi. Se sentir appartenir à une société, à un territoire, à une ville, ça en est un autre. Donc tout ça croise quand même pas mal de politiques publiques. Mais on est un peu à la croisée des chemins. Je crois qu'il faut qu'en effet, on puisse réfléchir collectivement sur tous ces sujets. Parce que par rapport au sujet de départ, qui sont liés à la crise écologique, enfin en tout cas l'évolution climatique, il faut qu'on arrive à développer aussi un récit un peu plus encourageant, un peu plus avec un peu plus de désir sur finalement les contraintes qui sont posées aujourd'hui. Je trouve qu'on a une occasion en tout cas de redéfinir les priorités, de redéfinir des réponses aux besoins que nous avons. Moi, j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, et les élus d'ailleurs n'ont pas toutes les réponses, mais ils sont là juste pour permettre la réflexion, les échanges, pour écrire un récit ensemble. Et ça, c'est le grand enjeu, en fait. Comment on va pouvoir répondre, en effet, aux défis écologiques, tout en permettant de tracer un avenir commun, quoi. Parce que c'est assez anxiogène, finalement, tout cela. Et si on laisse les habitants seuls avec ces sujets-là, et d'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions, quoi. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus prêts que ce qu'on peut le penser à échanger sur ces sujets. Alors, bien entendu, il y a des gens, malheureusement, une partie de notre population qui a des besoins beaucoup plus urgents pour eux. Certains ont du mal à finir le bout de mois. Donc là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous en tant qu'institution, vous devez gérer l'action publique. Elle doit gérer les urgences parce qu'il y a des choses qui s'imposent liées aux effets climatiques et écologiques, et en même temps, il y a des besoins qui sont pas du coup satisfaits par cette action-là et qui pour autant doivent être satisfaits absolument. On voit qu'il y a un frottement entre ces deux sujets, et vous le dites vous-même, à un moment donné, il faut redéfinir le récit politique, finalement, le projet de territoire, être capable de poser des arbitrages, en tout cas des choix, des alternatives, des débats, et ensuite d'arbitrer. Et voilà.
Donc c'est vraiment retravailler sur ce projet de territoire. Est-ce que aujourd'hui, vous, à l'Aglopole, ce projet de territoire qui est écrit, qui est très largement étayé dans certains documents, il porte les enjeux écologiques, hein, et est-ce que vous allez sur... il faut susciter des débats. Donc, par exemple, est-ce que vous vous saisissez de la notion de sobriété, par exemple? Pas assez à mon goût. Et Comment vous la définiriez déjà, vous? La notion de sobriété qui fait débat. On ne l'utilise pas. Ce mot, on évite de l'utiliser. Parce mais je crois que... moi, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Je crois qu'il s'agit d'un changement de modèle, en fait. Clairement. Et ce débat, il n'est pas vraiment posé, quoi. J'ai l'impression qu'on continue à mettre des pansements sur la manière dont on s'est développé au fil sur la deuxième partie du XXe siècle, dans l'après-guerre et après les 30 Glorieuses. Et on voit bien que ce modèle-là, il n'est pas soutenable, de toute façon. Ce qui se passe en ce moment, ce monde qui bouge, ces tensions, ces conflits ne sont pas là pour rien. Je considère que ce sont des signaux qui doivent nous éclairer. Et qu'on a l'obligation de s'interroger et de le faire avec humilité. Tout à l'heure, je disais que c'était l'occasion, une chance peut-être à saisir. Aujourd'hui, sur Frontignan, sur l'ensemble d'ailleurs du territoire, on se dit que à 100 ans, il n'y aura plus de lido pratiquement. On est obligé de se dire, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Comment on veut recomposer ce territoire? Mais du coup, au regard en effet de ses capacités à pouvoir vivre. Est-ce que dans 50 ans, le tourisme aura autant d'importance si on a des pics de chaleur chaque été qui sont difficilement supportables? Est-ce que dans 30 ans, on pourra encore en effet produire dans les temps de taux ou cultiver la vigne comme on le fait encore actuellement? Et le grand débat, je trouve, c'est de se dire, je peux comprendre après que ce soit compliqué à appréhender. Et d'ailleurs, je dis souvent que sur ces enjeux, il nous faut, au-delà des scientifiques, des techniciens, il nous faut aussi peut-être des anthropologues, des sociologues, des psychologues aussi. Parce que moi, je vois bien les blocages que je peux avoir aussi à titre individuel, dans ma difficulté à me projeter, à me dire quel chemin on va prendre, comment on va faire. Et pour certains collègues élus, je vois bien aussi sur le fond se dire oui, il faut qu'on fasse des choses, mais on est face à des réflexes, des blocages peut-être par moment. Je ne sens pas une volonté de mettre la main devant les yeux et de se dire non mais ça va aller, on va y aller, on va continuer à faire pareil. Mais par contre, on peut avoir aussi des approches différentes, on peut avoir aussi des solutions à portée différentes. Je crois qu'il y a ce débat entre la technique, les sciences vont pouvoir nous permettre d'avancer ça, et puis dire mais non, à l'opposé, il faut être dans l'humilité et la résilience parce que de toute façon on est dans une impasse. Il y a peut-être un chemin équilibré entre les deux, un point d'atterrissage pour se dire parce que la difficulté c'est de préparer l'avenir et de gérer le moment présent, quoi. Donc oui, la technique, la science, on peut en avoir besoin pour tel sujet, pour permettre d'avancer. Par exemple, on a fait, nous, depuis 20 ans, du réassemblement de nos plages, on a fait des enrochements, on a protégé, mais pour gagner un peu de temps. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase où on se dit, là, on travaille sur une recomposition, sur d'autres scénarios. Donc, on peut s'appuyer sur la science et la technique, mais à condition qu'on ne se trompe pas sur l'objectif final. Et celui-ci, oui, moi, il me semble important. C'est vraiment de re-questionner fondamentalement notre façon de vivre. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont nos priorités pour demain? Et alors, par exemple, dans le fait de vivre ensemble, il y a quelques années, les élus, disons que les élus se positionnaient par rapport à un référentiel qui était le développement du territoire. Il fallait développer son territoire, il fallait que le territoire soit attractif. Et maintenant, on voit bien que ce référentiel-là, il est plus soutenable. Et pour autant, quand vous parlez de récits vis-à-vis des habitants, les habitants ont aussi quand même toujours envie qu'on développe leur territoire. Et voilà. Comment on travaille ça quand on est élu local? Et j'aimerais savoir, au sein de l'équipe, de votre équipe en tant qu'élu, au sein vraiment de vos pairs,
Comment elles sont appréhendées, ces notions-là, de sobriété, de développement? Comment Mais ça se fait passe? débat forcément, Ouais. parce que le développement, j'ai des collègues qui sont encore dans cette idée, oui, de dynamique, il faut aménager, il faut faire. J'avais un débat là-dessus avec le maire d'une autre commune littorale vendredi dernier. Et ce qui serait intéressant, c'est déjà de se questionner sur ce qu'on met derrière le développement. Est-ce que c'est le développement du bien-être? Est-ce que c'est le développement du nombre d'habitants? Et il faudrait qu'on ait un vocabulaire en effet déjà commun et qu'on re-questionne finalement tout cela. C'est quoi aujourd'hui développer un territoire pour le bien-être des habitants? Ben voilà, moi je le dis. Voilà. Oui, je suis dans une dynamique à titre perso de vouloir travailler sur le bien-être des habitants. Mais le bien-être, ben pareil, le bien-être, on va me dire oui, mais le bien-être c'est déjà d'avoir un boulot, donc il faut une entreprise, il faut de l'économie, il faut pouvoir se loger, donc il faut construire. Ok, donc oui, c'est vrai. Donc moi, je suis beaucoup attaché à cette notion d'équilibre en fait. Voilà, je crois que c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est entre les deux, mais on fait partie d'un tout en fait. Et enfin, quand on fait partie d'un tout, ça peut être très global ce que je dis, c'est-à-dire que nous sommes des vivants parmi les vivants. Donc, en effet, accepter que il y a des limites et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Ça me semble important. Et en même temps, on fait partie d'un tout, c'est-à-dire on fait partie d'une nation, on fait partie de l'Europe, on fait partie d'un modèle qui est au-dessus de nous. Donc, c'est comment on s'inscrit là-dedans tout en essayant de jouer une identité particulière en se disant on n'accepte pas tout, quoi. On est dedans parce qu'il faut qu'on vive, on permette aux gens de vivre. En même temps, on n'accepte pas tout, mais on peut peut-être exprimer des choses, dire des choses ou faire différemment. On n'est pas obligé de faire comme on voit partout ailleurs, quoi. On peut peut-être avoir une particularité de se dire bon, ok, il y a des règles du jeu, on n'a pas les moyens de les transformer directement à notre niveau, mais par contre, peut-être qu'on peut faire un pas de côté et faire différemment, quoi. Et puis dire des choses, et puis les exprimer, et puis peut-être montrer que on peut faire autrement, et peut-être être autant heureux, et si ce n'est plus. Mais enfin, la question du bonheur aussi, oui, il faudrait un peu plus de philosophie aujourd'hui. Quand on nous interroge, c'est quoi le bonheur, quoi? Enfin, Oui, bien sûr. Ouais. est-ce que c'est de posséder le dernier iPhone ou est-ce que c'est de passer du temps avec le voisin et puis s'entraider au quotidien? Bon, c'est peut-être un peu entre les deux, quoi. Voilà. Mais ces bouleversements en cours, je le redis une nouvelle fois, oui, ils doivent nous permettre de nous interroger là-dessus. Je reviens sur votre notion d'équilibre, qui est intéressante. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de à quel moment, enfin, dans votre vraiment pratique d'élu, vous cherchez l'équilibre? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Voilà. J'avais un exemple très concret. En début du mandat, j'ai récupéré dans les dossiers aménagement d'extension de la zone commerciale qui existe sur le territoire, sur les communes de Ballaruc-le-Bain et Ballaruc-le-Vieux, autour d'un projet commercial qui avait été imaginé il y a plus de 10 ans. Bon, entre-temps, les comportements d'achat ont changé, on a eu une crise Covid, enfin bref, les besoins qui avaient été identifiés à l'époque ne semblaient plus adaptés. Et puis, il y a aussi cette question d'aménager différemment qui est apparue, qui fait débat, qui a été imposée par la loi, à travers la loi climat et résilience, notamment avec plus de possibilités d'étendre des zones commerciales au-delà de 10 000 m², je crois que c'était ça, qui permettait aussi de réinterroger le dossier. Et quand j'ai décidé de le mettre sur la table, ça a fait débat, forcément. Ça a fait débat. Avec des points de vue différents, moi je pouvais avoir une position très affirmée qui pouvait aller loin dans le fait de revoir le projet. D'autres collègues au contraire qui avaient du mal à entendre que ça pouvait être autant remis en question. Et donc il a fallu trouver justement des points d'équilibre. Et les points d'équilibre qu'on a trouvés à travers la diversité justement d'opinions des collègues élus, c'était de se dire bon ben voilà, en gros on réduit le projet de moitié, on n'aménage plus ce qui est encore naturel et agricole. On va aménager uniquement sur des parties déjà artificialisées mais qu'on n'utilise plus, enfin des anciens tennis, un réseau routier. On gère l'hydraulique de manière différente, on est moins impactant sur les sols et on a trouvé comme ça un point d'atterrissage. Voilà. Donc c'est un point d'équilibre dans les négociations en fait. Oui, c'est ça. Dans les négociations, mais aussi il me semble dans la manière d'aménager, c'est-à-dire que on essaie d'utiliser l'existant et on arrête d'aller chercher un aménagement.
nouveau sur des zones qui étaient naturelles et agricoles. Voilà. Est-ce que c'est plus long de faire comme ça? Oui, enfin plus long. Oui et non. Ça demande. Je sais pas si c'est plus long. En tout cas, ça demande un peu plus d'énergie. Voilà. Ça demande plus d'énergie, plus de moyens, de méthodologie de travail, mais c'est aussi la clé de trouver à un moment donné un consensus. Et une fois que le consensus il a été trouvé, par contre, ça peut aller très vite. Parce que si on n'a pas pris tous les avis au départ, on le voit bien avec certains projets aujourd'hui. Du coup, si on n'a pas pris soin de définir tous les avis et de trouver le point d'équilibre, le fameux point d'équilibre, derrière, il peut y avoir un blocage aussi dans la suite de la démarche si on a imposé un point de vue vis-à-vis des autres. Et puis ça re-questionne aussi cette idée de pouvoir retravailler des sujets qui ont été actés à un certain moment, quoi. Et ça, on n'est peut-être pas assez protégé, si on veut s'en emparer de ces sujets-là par la loi, par les textes, par les règles. Notamment, je pense à certains projets qui peuvent être engagés par une municipalité avec des engagements financiers et repris par une autre, par exemple. Il me semble qu'il va falloir que là aussi le législateur se questionne sur ces sujets-là, parce qu'on se rend bien compte que des projets engagés, s'ils mettent 10 ans, 15 ans, le contexte est tellement mouvant et il faut se donner la capacité de pouvoir les re-questionner, quoi. Donc et ça, on n'avait pas l'habitude, en fait. Voilà, c'est aussi ce monde nouveau qui s'ouvre à nous, en fait. Avant, les élus se posaient pas 36 questions quand il fallait justement aménager ou développer, quoi. Au contraire, enfin, ils étaient élus pour ça, je dirais. Exactement. Et c'était, ouais. Et d'ailleurs, moi, souvent, je dis aux équipes que je préférerais qu'on se souvienne de moi pour ce que j'ai évité de faire, mais plutôt que parce que j'ai pu faire ou aider à faire à tout prix, quoi. En fait, je suis vachement vigilant à ça, c'est-à-dire que dans un aménagement, on impacte tellement dans le temps que si on s'est trompé, ben oui, le coup il est parti, quoi. Donc et souvent, je vois bien aussi ce débat qu'il y a dans notre société. On parle souvent de la lourdeur administrative, comparé au secteur privé qui est plus agile, plus dynamique. On en revient peut-être aux questions d'équilibre, mais il faut les deux, quoi, peut-être. Et que oui, l'administration, l'État, il est là aussi pour essayer de faire en sorte qu'on minimise en tout cas le fait de se tromper ou pas. Puis on revient à la notion d'intérêt général quand même. L'État est garant de ça. Oui. Mais même si ça re-questionne ce que c'est qu'encore une fois l'intérêt général. Oui, exact. Et en même temps, je réalisais en vous disant ça que, par exemple, sur la question de départ qui nourrit notre échange lié à la crise écologique, pour le coup, là, du temps, on n'en a pas, quoi. Donc, il faudrait qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Ouais. Enfin, on est en 2024. L'objectif de réduction de 43% des pays développés à l'horizon 2030, c'est dans 6 ans. On est à 2,5% aujourd'hui. Alors, je veux dire, c'est quand même un problème. C'est dramatique. Enfin, on a parlé, c'est moi. On a parlé donc de ce point d'équilibre que vous allez chercher vraiment donc au sein d'une équipe avec vos pairs et de la manière dont vous activez les débats dans un temps un petit peu plus long pour arriver à un point de consensus et qui finalement est solide, plus solide que si on va plus vite et avec un risque de blocage derrière. Bon. Donc ça, c'est dans la manière que vous avez d'avancer et de poser les projets de l'action publique. Comment ça se passe avec les opérateurs économiques? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous travaillez avec les opérateurs économiques, par exemple sur le volet de l'économie bleue? Comment vous faites pour concilier les enjeux écologiques dont vous avez besoin, les besoins qu'on a en termes d'activité et d'emploi sur le territoire et les intérêts des acteurs économiques qui parfois peut-être sont contradictoires. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cas ou des exemples que vous pouvez nous donner de difficultés et comment vous en êtes sortis? Alors, je peux témoigner juste des échanges du coup que j'ai avec mon collègue élu, vice-président à l'économie, puisque on a trouvé un point d'équilibre dans le fonctionnement justement avec mon collègue Jean-Guy Majorel sur
moi la partie aménagement et puis lui la partie plus éco, et on dialogue sur on va dire l'espace commun qu'on va avoir dans les intérêts pour notre territoire. Alors du coup, déjà dans le fonctionnement, nous avons une société publique d'aménagement sur la partie de gestion de nos zones d'activité économique et puis des aménagements qu'on peut mettre en place. Et nous avons une société, une agence de développement pour faire le lien après avec les acteurs économiques. Et Jean-Guy Majorel a mis en place un espace de rencontre et de dialogue avec les acteurs économiques, et notamment ceux de l'économie bleue, à travers un dispositif dont j'ai oublié le nom, mais j'ai le Bluto Lab qui me revient, mais ça c'est le dispositif qu'on a développé avec le syndicat mixte du bassin de Thau, pardon. Mais en tout cas, avec le syndicat mixte ou au niveau de l'agglo, on a créé un espace de rencontre et de dialogue et de co-construction avec les acteurs éco. Souvent, la difficulté qu'on a, c'est la gestion du temps. En effet, ils ont besoin de foncier ou de moyens rapidement, et nous, on sait pas trop répondre à ça. On est plus dans le temps long, donc c'est des difficultés qu'on peut avoir. Mais on a en tout cas, on essaie à travers la gestion de nos zones d'activité éco et la société publique locale de favoriser l'implantation. On a créé une structure qui s'appelle le Flex, petit incubateur qui n'existait pas sur le territoire. Et donc là, on réfléchit à un hôtel d'entreprise pour créer un circuit, en tout cas, de développement sur les activités nouvelles. Ça passe pas que par l'économie bleue, mais en tout cas, ça c'est une des réponses qui a été développée là depuis le début du mandat et le mandat précédent. Et sur l'économie bleue, le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de restructurer les friches industrielles et de créer du foncier disponible et d'identifier à travers justement le Bluto Lab ou le nom du dispositif spécifique agglo dont je me rappelle plus le nom, justement l'identification de projets bien précis. On a normalement une entreprise par exemple qui va venir de construction navale sur le territoire. Ben, c'est typiquement le travail qu'on a pu réaliser entre mon collègue élu Odeveco qui lui a fait de la prospection ou a eu des contacts grâce aux outils qu'il a développés, et puis nous le travail de reconversion des friches industrielles qu'on a su mettre en place. Mmh. Après les points de difficulté qu'on a, c'est toujours pareil, ça va être la négociation finalement du prix du foncier auquel on va céder le foncier, ça va être la disponibilité foncière, ça va être aussi le cahier des charges qu'on va pouvoir fixer aussi sur l'exigence qu'on va avoir nous sur les modes de production, oui. Sur l'occupation aussi des sols, sur le fait, on essaie de nous développer de plus en plus la mixité d'usage, quoi, donc et de partager les espaces. Mais ça, je le vois même avec la société publique locale ou avec l'agence de développement. C'est aussi dans la culture, enfin dans le développement économique, c'est quelque chose d'un peu neuf, ces sujets-là. En tout cas sur notre secteur géographique. Ouais. Dans les milieux plus urbains, j'ai l'impression que c'est un peu plus mature ce sujet. Mais chez nous, ça n'est pas encore. Ils ont déjà intégré, oui, quand même, ces sujets. C'est ce que vous voulez dire dans les milieux urbains. Il me semble, dans les échanges que je peux avoir. En tout cas, moi, ce dont je me rends compte, qui suit sur les questions d'aménagement, c'est que même avec notre société publique locale ou avec notre agence de développement, culturellement, c'est pas quelque chose qui est bien ancré encore. Ouais. Et d'ailleurs, là, en ce moment, on fait la révision de notre SCOT. Une des remarques que les services de l'État nous ont faites, c'est de devoir argumenter, justifier le nombre la surface qu'on intègre dans le SCOT pour le DevEco. Ouais. Et ça a fait débat entre nous. Bien sûr, ouais. Et de suite, par certains, c'est vu comme ils veulent plus qu'on se développe. Je fais écoutez, non, je pense pas que le sujet soit ça. Ce fameux développement. La question, c'est comment on se développe. Et du coup, peut-être qu'on n'a pas besoin autant de surface au sol, mais ça n'empêche pas qu'on aura peut-être autant, si ce n'est plus, de surface plancher
si on fait différemment, quoi. Donc, là, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quand même les opérateurs économiques encore aujourd'hui sont sur les logiques anciennes et des modes de production qui ne changent pas, et y compris si ça doit impacter les enjeux écologiques que par ailleurs vous essayez de compenser. C'est compliqué, c'est pas encore ancré. Voilà. Et je pense, et on voit bien d'ailleurs on a vu le discours du Premier ministre sur le ZAN par exemple. Moi, je pense que c'est une erreur. Il faut arrêter de vouloir ouvrir et de remettre en question tout ça. Il faut aujourd'hui, je considère que les opérateurs, ils sont capables de faire dans tous les cas de figure. Il suffit juste qu'ils aient le cadre, le cahier des charges qui va avec et la possibilité qui leur est offerte. Parce que sinon, ils iront toujours vers le plus facile. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu vieux comme le monde, ça. Est-ce que c'est la nature humaine? Voilà. Donc, et là, on en revient justement à la responsabilité des collectivités publiques et de l'État. Et ça, il faut pas le perdre de vue, en mon sens. Et dans le débat que je peux avoir après avec des collègues, je peux passer pour celui qui est contre le fameux développement, justement. Non, je suis pour comment on développe. Ouais, et pourquoi? Comment et pourquoi? C'est ça. Qu'est-ce que le développement? Comment et pourquoi? Moi, je considère que notre territoire, il a une richesse et que les opérateurs qui viennent doivent la respecter, cette richesse. Et puis oui, peut-être qu'il faut qu'ils la payent aussi un petit peu, quoi. On n'est pas obligé de dérouler le tapis rouge. Par moment, j'essaie de faire, bouger les lignes sur cette philosophie aussi là. Enfin, on est un territoire attractif, donc on n'a pas besoin d'en faire plus. Je pense que les sociétés, justement, celles qui feront le choix de venir, par rapport à des contraintes qu'on peut poser, ce seront celles qui ont envie vraiment de venir aussi. Et contribuer à la préservation de la richesse du territoire, bien sûr. Ouais. Et alors, oui. Non, pardon, mais je me dis que ça bouge, c'est un mouvement, ça aussi. Mais là, il faudra aller, en effet, un peu plus vite. Mais pareil, ça doit passer par du débat. J'avais eu, moi, un échange avec, par exemple, un opérateur, là, pas éco, mais un aménageur, surtout pour de l'habitat, et qui était inquiet, qui est sur une grosse opération, qui était inquiet, justement, du ZAN, de tout ça. Et au départ, qui me regardait quand je m'exprimais avec questionnement, peut-être méfiance. Et puis c'est finalement quelqu'un qui est venu me voir pour me remercier au final, parce que nous, on est entre les deux et on est à la lecture aussi on est dans la relation avec les services de l'État. On gère nos outils de planification et réglementaires. Et on n'est pas là pour les embêter. On est juste là pour leur dire, si vous voulez que ça se fasse, il faut que ça se fasse dans ce cadre-là. Et ça, quand c'est compris, après ça marche, quoi. Ça se fait, quoi. Et les services de l'État qui peuvent aussi être vus comme des empêcheurs de tourner en rond par moment, et ils ont raison de l'être. Par moment, ils sont dans des positions trop dures. Moi, je crois que c'est pareil, c'est dans la relation de travail, c'est dans du gagnant-gagnant, quoi. C'est si en amont, on appréhende les choses avec eux, qu'on échange, qu'on discute, parce que par moment, il est vrai qu'ils peuvent être aussi déconnectés des réalités que nous avons, nous, sur le terrain. Mais si on prend pas le temps de leur exprimer, qu'ils le comprennent bien, et que ça se fait de manière frontale, c'est compliqué du coup après. Là, j'ai un exemple très concret sur le territoire, sur une zone d'activité économique, justement, d'une activité industrielle qui est en train d'être reconvertie par le propriétaire. Il va libérer du foncier et on est rentré en négociation foncière avec eux. Toute la surface est en zone rouge PPRI. Si on a piqué à la lettre, si on ne fait pas un travail préparatoire, justement, avec les services de l'État pour voir comment on peut développer le potentiel et qu'on avance bien en tête, on va dans le mur. Donc les services et les collègues élus concernés ont accepté qu'on fasse des réunions préparatoires et puis on a réussi à débloquer la situation. Parce que par moment, en effet, les règles, elles peuvent être un peu contradictoires, en fait. Il faut peut-être faire un peu plus, des fois, du sur-mesure et du travail de dentelle pour arriver à rester dans l'esprit de la règle, mais la connecter avec la réalité aussi du terrain. Une intelligence du terrain, bien sûr. Tout à fait. Et ça dépend. Vous revenez toujours en fait à la relation. En fait, c'est ça qui est la clé. Je crois. Dans tout. Et les cas que vous exprimez ici, ça s'est réglé. Vous avez réussi à solutionner le. Alors pour le site industriel, c'est en cours, oui. Justement. On pensait que ce serait bloquant
est bloqué et on arrive à faire émerger en fait une solution. Et c'est lié à quoi? À quelqu'un qui vous a vraiment entendu? Donc, est-ce que c'est lié à une personne ou quand même, est-ce que c'est le système État qui a entendu et qui a pu... vous voyez, ma question, c'est est-ce que ça se fait que parce que la personne a été à ce moment-là à l'écoute ou est-ce que quand même... Non, il me semble, enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est sur la méthodologie de travail qu'on a eue, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est posé, ils nous ont exprimé leurs limites. C'est-à-dire que, voilà, enfin, en gros, eux, en tant que service État, ils ne peuvent pas créer une jurisprudence à un moment donné. Voilà. Et ça, nous, enfin, moi, je l'entends. Donc, le but du jeu, ça a été de trouver les garanties et pour les services de l'État de pas rentrer dans quelque chose qu'ils ne pourraient pas assumer, et pour nous de pouvoir avancer suffisamment dans la reconversion du site satisfaisante pour pouvoir réhabiliter le site et avoir les moyens de pouvoir investir du coup sur le site. Et donc là, on est sur une voie qui semble satisfaisante. Mais pour faire très simple, hein, c'est-à-dire que la règle sur le PPRI en zone rouge, elle nous dit que on doit réutiliser la surface existante plus 10% en gros au sol et on ne doit pas augmenter le risque en fait. C'est ce point-là qui posait problème, c'est-à-dire que c'est une zone qui de mémoire fait je sais plus 8 ou 9 hectares construit à moitié ou 2/3 mais avec 40 personnes sur site uniquement. Donc si on réaménage en fait les 2/3 de 8 ou 9 hectares, mais pour y mettre que 40 personnes, on comprend bien que c'est pas du tout rentable et c'est pas intéressant. Bon, ben voilà, le but du jeu, c'était de trouver quelque chose qui nous permette de pouvoir augmenter le nombre de personnes sur site en réhabilitant l'ensemble. Donc on semble avoir trouvé une solution qui ne doit pas être confirmée, mais cette méthodologie-là sur les enjeux qui sont devant nous par rapport au dérèglement climatique, enfin, elle est essentielle. Et d'ailleurs, moi, par moment, je suis pas tant dans les services de l'État, mais comme ils ne le sont pas par moment avec nous, mais avec l'évolution du trait de côte, par exemple, ils ont demandé aux maires d'intégrer l'évolution du trait de côte dans le PLU. Ils ont voulu les responsabiliser. J'ai dit, OK, très bien. Les maires vont accepter de prendre leurs responsabilités, mais ça n'enlève pas la vôtre, service de l'État, dans ce que nous devons faire ensemble. Voilà. Et il faut que vous nous aidiez, parce que l'enjeu, il est majeur, là, de recomposer le territoire dans le temps, et sachant que eux-mêmes sont face à des... Enfin, moi, j'ai bien conscience aussi qu'ils sont pas les éléments ou les moyens par moment, eux aussi, de travailler. Donc, ça pousse à la créativité, hein. Oui, ben, de toute façon, là, il me semble qu'on doit réinventer. Hein, bien sûr. Il me semble qu'on doit réinventer. Voilà. Il me semble qu'on est à la fin d'une ère. Bien sûr. Qu'on en ouvre une nouvelle, mais que voilà, le passage entre les deux, bon, forcément, bah, ça chahute un peu. Il est difficile, bien sûr, c'est normal. Je veux quand même vous faire réagir et en tout cas avoir votre avis sur les sites, enfin en tout cas les habitants, l'appropriation par les habitants de ces enjeux écologiques. Quand on est élu, et surtout élu aux enjeux écologiques comme c'est votre cas et climatiques, on connaît absolument par cœur les sujets. On connaît très exactement les effets à long terme. Enfin voilà, tout ça n'est absolument plus remis en doute et en question, et c'est totalement approprié, au moins dans le discours. Quand on parle, quand évidemment on a l'occasion régulièrement d'aller questionner les habitants avec toute la diversité qu'ils représentent, on voit bien qu'on est quand même très très loin de cette appropriation et qu'il y a un écart important qui se creuse encore plus, je trouve, entre les institutions qui ont leur propre action, leur propre logique, et puis les habitants pour lesquels les préoccupations, c'est certainement totalement autre chose. Comment vous faites? Comment vous appréhendez? Alors, à Frontignan notamment, vous avez engagé des rencontres intéressantes que vous appelez les samedis pour demain. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et puis la manière dont vous voyez les choses pour améliorer la réduction de ces écarts? Je vais essayer, mais oui, vous avez raison de préciser les choses parce que je suis pas certain qu'on puisse parler d'appropriation. Le sentiment que j'ai, c'est que les habitants, d'une manière générale, sentent que quelque chose, en effet, se déroule et que ils seront touchés
Après, voilà, quel impact précis, quel rôle il joue là-dedans, comment ça reste en effet beaucoup plus complexe et beaucoup plus loin, et avec en plus des politiques publiques dans leur pratique qui utilisent des outils qui sont quand même très techno, comme le plan climat air énergie territorial que je suis moi à l'échelle de l'agglomération, qui peuvent être un cadre de fonctionnement pour une collectivité, mais qui n'est pas du tout un outil d'éducation populaire pour la population, par exemple. Et qui pose un enjeu démocratique, je trouve, c'est très expertise. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas développer ces plans si vous n'êtes pas ultra expert de ces sujets. Et voilà, il y a un enjeu démocratique, je trouve, qu'à un moment donné, l'action publique devient hyper experte. Clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout cela doit s'accompagner par aussi une nouvelle façon d'établir la relation aux habitants, avec la population d'une manière générale, de manière plus inclusive et dans une démocratie plus permanente, quoi. Enfin, on peut pas se contenter de la démocratie représentative qui ne s'exprime que chaque 6 ans à l'échelle locale, par exemple. Donc, c'est pour ça que sur Frontignan, en effet, on a créé ce service on a créé ce service d'éco-citoyenneté qui est dirigé par une sociologue d'ailleurs, pour essayer de travailler sur cette relation un peu plus permanente avec les habitants. Et là aussi, ça change, pour faire le lien avec les outils mis à disposition par l'administration, mais j'allais dire par la culture aussi de l'administration des collectivités. Enfin, je veux dire, je vois bien dans mon expérience d'élu local comment les services entre eux fonctionnent de manière trop cloisonnée, pas assez horizontale. Mais c'est le lien aussi que nous, les collectivités, on a avec l'État, par exemple, très centralisateur et qui a été à mon sens en plus très recentralisé sur les 2 mandats en cours d'Emmanuel Macron. Enfin, qui du coup vont à l'inverse plutôt de à mon sens, ce qu'il faudrait faire, parce qu'on a quand même en 30 ans, 40 ans, 50 ans une population qui globalement est devenue plus sensible à ces sujets, auprès desquels on a quand même su, il me semble, développer la capacité à pouvoir se questionner, s'exprimer, se positionner. Peut-être aussi ce qui pose problème dans la relation que certains élus peuvent avoir avec les populations, quoi. Oui, vous avez raison. Et je pense qu'il faut être à capacité aujourd'hui, dans le rôle d'élu, de se dire que dans la population, il y a des gens qui peuvent faire avancer le débat et qui peuvent être très pertinents, quoi. Ça bouscule un peu ce rapport sachant. Mais justement, mais c'est là où on a fait fausse route, c'est que les élus, je pense, peut-être se sont considérés à un moment donné comme les sachants. Bien sûr. Ouais. Alors que les élus, non, on n'est pas des sachants. Ça questionne aussi la place de l'élu là-dedans. Ah oui, le rôle et qu'on est plutôt là pour assurer la transmission des informations qu'on a auprès de la population, expliquer comment on prend des décisions. En tout cas, on est une courroie de transmission, oui, pour favoriser le vivre ensemble. Et oui, on doit prendre des décisions quand on gère les affaires. Mais on peut, dans la manière de prendre les décisions, peut-être qu'on peut aussi évoluer et faire en sorte que les décisions viennent un peu plus naturellement, en fait. Par exemple, sur la concertation qu'on a lancée pour l'évolution du trait de côte, on a rencontré à peu près 450 habitants du territoire. Si on considère que nous sommes 120 000 sur le territoire, les sociologues disent qu'il faut à peu près 10% d'une société, d'une population pour avoir un effet d'entraînement. Donc l'objectif un peu fou que j'ai fixé aux équipes, c'est de dire voilà, faudrait qu'on arrive à toucher 1200 personnes en tout. Et qu'on puisse, pour pouvoir peut-être avoir un effet, nous, déjà aussi, un retour précis de ce que les gens peuvent penser, dire, exprimer, et puis faire en sorte que ça fasse un peu de bruit, que ça résonne. Parce que sur l'évolution du trait de côte, ce qui ressortait, c'est en gros, oui, on va voir les Frontignanais qui vont à l'habitat Gijan. C'est une réaction qui semble assez naturelle. Sauf que c'est pas exactement ça qui va se passer. Il faut qu'on puisse en débattre, en discuter avec eux, justement, et expliquer que les choses se déroulent pas forcément de cette manière-là. Puis on a besoin aussi de confronter les projections scientifiques, techniques, avec les réalités aussi du terrain, de ce que les gens observent. J'ai rencontré un météorologue il y a pas longtemps qui intervient sur le Mont Aigoual.
C'est la dernière station habitée, en fait, météorologique en France. Et je lui demandais comment, je lui posais la question, je lui disais, mais comment, avec les évolutions techniques qu'on a aujourd'hui, on peut encore autant se tromper sur les prévisions météo. Et je lui ai dit, j'ai même l'impression mais ce n'est qu'une impression, qu'on se trompe plus qu'avant. Alors il me disait, oui, ce n'est qu'une impression, mais tout de même, là où vous avez raison, c'est que le fait d'avoir enlevé les présences humaines, on ne peut plus comparer, en fait, en temps réel, les projections qu'on a avec ce qui se passe réellement. Parce que ça reste aussi assez incertain. Malgré tous les satellites qu'on a maintenant, tous les modèles de calcul qu'on a eus, si on ne le compare pas avec la réalité de terrain, on peut plus adapter. Et c'est ce qui fait que par moment, oui, on annonce, on peut annoncer quelque chose à l'échelle d'un département, et puis finalement, on va passer à côté, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que dans notre démarche, il me semble, en tant qu'élu, tenir compte vraiment de l'expertise aussi citoyenne, de l'intelligence collective, c'est essentiel. Et puis c'est aussi reconnaître les gens. Je crois qu'un des mots, il me semble aujourd'hui, des malaises qu'il y a dans la société, c'est cette forme de reconnaissance, le fait d'avoir le sentiment d'être entendu, que j'existe, que je suis là, que je suis pris en compte. Ça semble important, et ça aussi dans ce qu'on a interrogé auprès des habitants sur la concertation, c'est ressorti la relation de confiance avec les élus, avec les décideurs. Et il y a un habitant qui dit très justement, et c'est la fin du petit film qu'on fait pour introduire les débats sur la réunion publique, puisqu'ils ont accepté d'être interrogés et filmés, et qu'on a fait un petit film. Il y a un habitant qui dit, quand la question qui lui est posée, c'est qu'est-ce qui vous semble important, il dit, ce qui semble important pour moi, c'est qu'on soit entendu, écouté, parce que s'ils décident entre eux, c'est pour eux qui prendront pas les décisions, c'est pour eux qui prendront les décisions et pas pour nous tous. Et je trouvais ça très juste, en fait. Il y a un livre très intéressant de Manon Loisel et Nicolas Rio qui s'appelle Faut-il en finir, non, pour en finir avec la démocratie participative, qui dit que le problème de la démocratie participative aujourd'hui, c'est que les institutions n'écoutent pas, n'arrivent pas à entendre, n'arrivent pas à écouter, en fait. Donc il y a beaucoup de participation, ça c'est clair, mais que évidemment c'est des stratégies de légitimation du politique. En fait, c'est instrumentalisé. Je fais très caricatural là, mais c'est ça quand même globalement. Mais je partage. Et que le problème est que l'institution n'arrive pas à intégrer. Mais je partage. Voilà. Je partage entièrement. Bon. Et donc, du coup, les samedis pour demain, ils sont arrivés dans cette idée que, la démocratie la démocratie représentative, n'est pas suffisante, et que par rapport, en tout cas, l'objet de l'adaptation par rapport au dérèglement climatique, il faut à tout prix, en effet, qu'on travaille collectivement. Et on s'est appuyé sur ce qu'on a entendu pendant les réunions publiques, justement, qu'on a mis en place. Et on a eu cette idée de se dire, on va lancer les samedis pour demain, avec un rendez-vous mensuel. On est parti sur 3 thématiques complètement liées à l'évolution du trait de côte. Le doute dans la science. Ça, c'était le premier rendez-vous, et c'était très intéressant. Et ça faisait suite, justement, à un débat qu'on a eu ici à Frontignan, au moment de la réunion publique, où il y avait à peu près 120 personnes dans la salle. Et on a eu un débat, à un moment donné, dans la salle, entre des habitants qui pensaient différemment, entre ceux qui étaient très sceptiques, en gros, sur ce que les scientifiques annonçaient dans l'évolution du trait de côte et du climat, et ceux qui l'étaient pas du tout, au contraire. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'écoute entre les habitants, et qu'il y avait une maturité déjà dans le débat. C'est-à-dire que personne n'a quitté la salle en disant c'est des conneries tout ça. Et que les scientifiques du bureau d'études qui nous accompagnent dans l'évolution naturelle étaient présents, et qu'ils ont pu prendre la parole justement, et qu'ils ont dit que oui, c'était normal que les gens doutent, et que c'était même ce qui nourrissait leurs propres études à eux. C'est-à-dire qu'ils se questionnent en effet sur les modélisations qu'ils font et sur les études qu'ils font, que la question du doute, elle est à prendre en compte totalement. Mais que face au doute, il y a quand même des certitudes, quoi. Voilà. Et que la deuxième séance qu'on va proposer, ça sera ça, les certitudes dans la science.
parce qu'il faut qu'on puisse poser quand même ces invariants et de dire, non, mais attendez, il y a quand même des éléments très concrets qui sont mesurés maintenant depuis 50 ans et qui étaient annoncés avant. Donc, regardez, la science, elle dit aussi des vérités dans ce qu'il sait réaliser. Donc, même si nous avons des doutes dans ce qu'on projette à 30 ans, 50 ans, 100 ans, il y a des trajectoires dont nous sommes certains et on va essayer justement de s'appuyer sur ces trajectoires pour ensuite, ce sera le 3e rendez-vous, comparer à ce qui est possible, observable ici sur la commune, avec justement des habitants qui ont déjà vu l'évolution se faire sur le littoral et qui pourront peut-être témoigner par rapport aux trajectoires de ce qui leur semble cohérent ou pas. Mais en tout cas, ça pose la question de oui, est-ce que je me sens intégré, accepté dans la démarche dans le processus, en tout cas. Ouais. Très bien. Je vais vous poser une dernière question quand même, parce que ça m'intéresse beaucoup, cette question. Il y a tellement aujourd'hui de bruit autour des enjeux écologiques, comme si, je l'ai dit en introduction, c'était une évidence. En fait, est-ce qu'on ne fait pas semblant de changer? Est-ce que finalement, on s'agite beaucoup, mais que des enjeux écologiques, pour être très clair, impliquent un changement de comportement? C'est une révolution éthique, en fait. C'est une révolution éthique avant tout. C'est d'abord et avant tout une transformation de nos comportements institutionnels, économiques, individuels, etc. Et est-ce qu'on ne fait pas semblant de changer? C'est-à-dire, je reprends la loi ZAN ou toutes les lois qui sont autour de la compensation. Finalement, on pose des lois qui nous permettent de continuer à fonctionner de la même manière, donc à consommer sur des modèles quand même de logique capitaliste, de logique extractiviste, j'arrive jamais à dire ce mot, de la prédation finalement, de l'homme sur la nature, et de l'homme sur l'homme, ou de l'homme sur la femme. Je vais un petit peu loin peut-être, mais c'est la fin du podcast. En tout cas, voilà, cette question, je voulais vraiment vous la poser. Est-ce qu'on ne fait pas semblant de changer, eu égard à ces révélateurs de logique de compensation? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Bon, sur la question de départ, je pense qu'en effet, tant que nous n'aurons pas acté un nouveau modèle de fonctionnement, de société, on continuera à se donner bonne conscience, à essayer de faire en sorte qu'on change, mais sans vraiment changer les règles vraiment, quoi. Enfin, si on part sur le constat que notre activité humaine a accéléré le réchauffement, parce qu'on sait que nous sommes dans une ère de réchauffement naturel, mais voilà, depuis ce qu'on mesure depuis la révolution industrielle, oui, très clairement, aujourd'hui, notre activité, elle impacte sur le fonctionnement de la Terre, en fait. Voilà. Donc, et ça, on sait que c'est lié à l'utilisation du pétrole, notamment, et de notre mode de vie, en fait, de consommation. Enfin, vous imaginez que tous les indicateurs qui nous sont donnés, enfin, sont très clairs. Si aujourd'hui, à l'échelle de la Terre, tout le monde vivait comme des Occidentaux, comme des Européens ou comme un Français, il faudrait 2 terres et demie pour répondre en fait aux besoins. Bien sûr. Comme des Américains, ça serait 8 terres. Enfin voilà. Donc, on sait que c'est pas possible. Et pourtant, en effet, je disais tout à l'heure qu'il faudrait que d'ici 2030, on ait réduit de 43% les gaz à effet de serre. On en est à 2,5 aujourd'hui en 2024. Enfin, et quand on voit ce qui se passe, donc. Je pense qu'il faut le faire. Enfin, on n'a pas le choix. Enfin, le ZAN et tout ça. Enfin, mais si on n'a pas un choc culturel, enfin philosophique qui accompagne ça, malheureusement, oui, je suis assez pessimiste, quoi. Mais donc voilà ce que je pense en fait. Oui, mais et en même temps, dans mon action quotidienne, j'essaie de pas me noyer là-dedans parce que. Et il me semble que les élus, il faut qu'on fasse avec ce contexte-là, en fait. Voilà. Et je pense que la place de l'élu dans ces conditions, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de en tout cas, de re-questionner le rôle de l'élu et sa place. Et en fait, je pense quand même que les acteurs qui doivent être le fer de lance de cette transformation, ce sont les élus. Mais les élus, nouvelle
nouveau format. Ouais, je sais pas, mais après, en effet, on est pris. Enfin, moi, je vois bien, même, j'ai 47 ans, mes enfants, ils n'ont pas le même rapport, en fait, au monde que moi. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Enfin, il faut les écouter, il faut Oui, les entendre, et faut être à l'écoute. Et les élus, il me semble, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon engagement, c'est de me dire, bon, on est là pour gérer le quotidien, très bien, mais il faut que nous le gérions avec ce contexte-là qu'on décrit. Donc, ça passe par quoi? Ça passe, ben oui, moi, dans les choix qu'on va faire, comment on peut tenir compte de ça pour être le moins impactant possible, le plus résilient possible, tout en répondant aux besoins, là, aujourd'hui, du quotidien. Et puis après, l'autre versant, c'est comment on peut préparer aussi l'avenir, comment on pose le débat, comment on permet le débat aussi, comment on essaie d'ouvrir la possibilité aux habitants de s'exprimer sur le sujet, d'essayer de les entraîner là-dedans, et sachant que c'est une réalité, et malheureusement, je pense que certains l'utilisent de réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont loin de ces préoccupations-là, parce que leur préoccupation, c'est juste de survivre. C'est autre chose, bien sûr. Et que ça en arrange beaucoup que ces gens-là soient dans ce mode survie, justement. Et que forcément, la question sociale, elle est complètement liée aux enjeux écologiques. Évidemment, oui. On a parlé de démocratique, mais bien sûr, social. Ouais, c'est un peu vertigineux. Et après, juste, on peut pas rentrer dans ce débat-là, mais vous posez aussi des vraies questions, enfin, sur, enfin, moi, j'espère que enfin, la question de l'égalité des genres, c'est un vrai sujet. Voilà. Et si on veut résoudre les questions écologiques, il faut qu'on résolve déjà ces questions-là, quoi. Et la place des femmes dans cette société, elle est pas assez prise en compte. À titre personnel, je viens d'une famille de culture espagnole. J'ai eu une éducation aussi. J'ai eu une fille. Je suis marié. Les femmes de ma vie m'ont fait beaucoup bouger. Je m'en rendais pas compte, mais j'étais pris aussi dans quelque chose qui est culturel, qui est sociétal. Ce qu'on appelle le patriarcat, mais ça pose. Enfin, le problème, c'est que ce terme-là a été tellement utilisé qu'il crispe. Mais oui, la question du rapport entre les genres, la question du rapport homme-femme, c'est un vrai sujet. Je peux mesurer dans mon parcours personnel et professionnel comment, en tout cas, je trouve, peut-être que c'est complètement subjectif ce que je vais dire, mais comment il me semble que les femmes sont beaucoup plus sensibles à ces sujets et sont beaucoup plus volontaires pour faire bouger ces sujets. Et donc, du coup, si on veut être dans une démarche plus vertueuse, on en revient finalement aux questions d'équilibre. Ouais, tout à fait. L'équilibre entre les hommes et les femmes. Mais c'est ça, ouais. L'équilibre dans la diversité de ce qui nous entoure, de ce que nous sommes. Et la relation. Et la relation. Donc le sur-mesure, parce qu'une relation ne peut se faire que dans le sur-mesure. Voilà, et là-dedans. Voilà. Exactement. Et accepter, être à l'écoute, vraiment à l'écoute, accepter que faire ensemble, c'est pas imposer son point de vue, c'est prendre celui des autres, c'est donner un peu du sien, et ce qui est important, c'est ce qu'il en ressort, en fait, du coup, de tout cela, parce que dans mon expérience aussi, moi, je suis animateur socio-culturel au départ, j'ai été formateur auprès des jeunes, je suis aujourd'hui prof, et dans mon expérience d'élu, il y a quelque chose qui me semble faire un trait d'union, c'est que quand on donne la place et qu'on laisse le débat se faire, il y a toujours naturellement une position équilibrée qui en ressort, dans laquelle tout le monde se retrouve. Et en fait, ça, il faut laisser émerger. Essentiel, il faut permettre en fait que ça émerge. En fait. Exactement. Et c'est là où je me situe dans mon engagement d'élu et où je prends plaisir en tout cas. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Je vous remercie de vous être prêté à l'exercice parce que voilà, l'angle de l'interview était pas hyper évident et puis ça questionne et ça bouscule vos pratiques d'élu et finalement vous posez plus de questions que vous apportez de réponses et c'est ça qu'on souhaitait. Donc, je vous remercie infiniment et j'espère à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions.
Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet cityzan.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt!